On dit que le vide est silencieux, mais ceux qui servent depuis assez longtemps, ceux qui dérivent entre les étoiles, à bord de coques épaisses avec de l'acier gravé de prières, savent qu'il n'en est rien. Le vide écoute. Il n'écoute pas avec les oreilles, mais avec la pression. Il ne fait pas écho, il se souvient. Et ses souvenirs ne reposent pas. Ils attendent dans le noir, stockés dans des fragments de coque et des résidus de vox, dans des litanies murmurées dans l'air recyclé. Tous les signaux tracés dans l'espace lointain ne proviennent pas nécessairement des vivants. Certains sont des souvenirs, certains sont des invitations. Ce conte est la mémoire de la descente. Un souvenir qui ne s'efface pas, mais qui se répète. Pas pour le sens, pour le rythme, pour le rituel du souvenir de ceux qui n'ont pas été perdus, mais pliés dans quelque chose de plus profond que la distance. Vous n'aurez pas besoin de rester éveillé. Avec le temps, les mots s'estomperont. Le souffle entre eux s'adoucira. Et tandis que le silence se rapproche des limites de votre audition, vous commencerez peut-être à sentir le poids d'un métal froid sous vos pieds. Et quelque chose qui vous écoute. Pas pour vous faire du mal, pas même pour te retrouver, seulement pour me souvenir de toi. Commençons. Nous avons reçu le signal alors que nous tracions une route secondaire à travers le voile des Célestins, juste au-delà du bord du Segmentum Obscurus. Il est arrivé faiblement, encodé dans des rafales astropathiques de faible intensité. Pas de fréquence de détresse, pas de code d'autorisation. Un nom répété, brouillé. Cantus Vex. Et en dessous, une désignation gravée dans une bande passante plus ancienne que ce que mes banques de données pouvaient analyser. Le Cantus Vex ne figure sur aucune carte active. Son registre a été archivé comme un vaisseau noir, vu pour la dernière fois 2 siècles auparavant. La plupart de ces vaisseaux, chargés de transporter les Psykers vers Terra, ne sont jamais revenus. Certains n'ont jamais été mis à l'eau. Celui-ci n'avait aucune trace d'arrivée, de départ ou de perte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a résisté. Le protocole veut que nous enregistrions l'écho et que nous poursuivions notre route. Mais le signal émet de nouvelles impulsions. Cette fois-ci, il était plus proche. Et il connaissait le nom de notre navire. Nous n'avions pas d'astropathes à bord. Notre vaisseau, le Verities Lamain, était une frégate cartographe de faible priorité, affectée à la cartographie de la ligne de fond et au repérage des anomalies de distorsion. Nous étions 12, pas des soldats, des techniciens, des géomètres, des rédacteurs de données. Moi-même, un cartographe serre de rang inférieur, formé au routage spectral et à la traduction résiduelle, suffisamment compétent pour enregistrer les distorsions, pas assez pour interpréter ce qui a suivi. Le capitaine ordonne une poursuite lente. Nous l'avons trouvé à la dérive près d'une étoile morte, un corps si peu lumineux que le vide autour de lui semblait replié sur lui-même. La silhouette du navire émergeait comme un souvenir émergeant des eaux profondes. Aucune lumière, aucune balise. Sa proue était tournée vers l'étoile comme un signe de révérence. Nous l'avons ailé. Il n'a pas répondu. Nous avons fait un ping. Pas de retour. Les relevés d'Ospex n'ont révélé aucun signe de vie, aucun prélèvement d'énergie et aucun déplacement de masse. Et pourtant, c'était là. Nous l'avons vu. Dans nos capteurs visuels, impossible de l'égarer. Mais quand nous avons essayé de trianguler ses coordonnées pour une seconde salve de données, il a disparu. Puis il est réapparu, plus proche. Nous n'avons reçu aucune alerte de la part des capteurs. Pas de changement de pression, pas d'efflorescence thermique, juste un clin d'œil, et il s'est déplacé sans bouger. Personne n'a parlé. Jusqu'à ce que le capitaine demande des volontaires. Pas pour la récupération, pour participer. La première équipe s'est lancée à corps perdu. 4 marcheurs du vide, 2 mécaniciens rites. L'un d'eux portait une baguette psychique. Un autre portait une longe avec une ligne de rappel automatisée.
Ils sont passés par le sas extérieur après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'intrusion dans le vide. Des parasites ont envahi les communications. Puis, c'est le silence. Nous avons envoyé le deuxième groupe 8 heures plus tard, moi y compris. Pas par devoir. Il n'y avait pas d'ordre. Il s'agit simplement d'une fatalité. Aucun d'entre nous n'a remis en question le choix du moment. Aucun d'entre nous n'a prié. Une équipe d'abordage aurait dû se déployer par paires, suivre la structure, marquer les secteurs, laisser des Vox Tracers. Nous n'avons rien fait de tout cela. Nous sommes entrés par une entaille dans le flanc du navire, une blessure dans la peau qui ne s'est pas déchirée mais qui s'est retirée, comme du métal écarté par des mains invisibles. À l'intérieur, le calme règne. Pas de poussière, pas de décomposition. Juste de longues salles et des murs propres. Des couloirs sans lumière dont les surfaces n'absorbaient pas nos lampes, mais les reflétaient avec un éclat huileux. La structure n'était pas la bonne. Trop étroite par endroits, trop vastes à d'autres endroits. Des passerelles qui ne mènent nulle part. Des escaliers qui descendaient mais ne rencontraient aucun sol, et les portes, elles s'ouvraient avant qu'on ne les touche. Pas vite, pas soudain. Avec courtoisie. Une pièce contenait des dizaines de cages vides, pas des cellules, des cages, construites pour le confinement, pas pour l'emprisonnement. Du genre de celles utilisées sur les ponts de transit psy pour retenir les esprits non attachés. Elles n'ont pas été percées. Elles ont été déverrouillées. Nous n'avons trouvé aucun corps, pas d'os, pas de pourriture. Mais je n'arrêtais pas d'apercevoir dans le reflet de mon auspex des formes qui ne correspondaient pas à la chaleur. J'ai supposé un dysfonctionnement, jusqu'à ce que je me voie debout dans le couloir, face à moi. J'ai fermé l'auspex. Le reste de l'équipe s'est enfoncé dans le navire. Nous ne nous sommes pas séparés délibérément. Le navire a simplement tiré sur notre direction jusqu'à ce que les chemins divergent. Pas de panique, juste une dérive. La dernière image que j'ai eue du capitaine était celle d'une pause près d'un sanctuaire, où un cerveau-crâne flottait dans les airs. Pas à la dérive, pas suspendu, juste parfaitement immobile, ronronnant doucement. Les ardoises de données ont commencé à tomber en panne à la 5e heure. Mon chronomètre a ralenti. Et quelque part sous le pont, j'ai entendu une voix. Il y avait mon nom. Pas à haute voix. À l'intérieur, le froid n'a pas été immédiat. Il se déployait graduellement, comme une respiration à l'envers. Le genre de froid qui n'était pas physique, ni tranchant contre la peau, ni mordant sur les os, mais interne, comme la mémoire que l'on arrache du bout des doigts, une pensée à la fois. Le Cantus Vex n'a pas de système de survie actif, pas de chaleur ambiante, ni de mouvement. Et pourtant, je n'ai jamais tremblé. Mon corps s'est acclimaté trop facilement, comme si j'étais entré dans un espace auquel je m'étais déjà adapté. Il n'y avait pas de condensation, pas de brouillard respiratoire. Et pourtant, je me suis senti observé. Pas par les yeux, par température, par un vide qui semblait enregistrer ma présence et y répondre, comme on ajuste la pression sur une porte scellée. Non pas pour bloquer, mais pour mesurer. Je portais un localisateur lumière en bandoulière. Son faisceau s'estompait contre les murs, avalant la lumière au lieu de l'éclairer. Le matériau du vaisseau, que je supposais être un composite adamantin, avait un éclat terne, semblable à celui de la peau, trop organique pour du métal, trop lisse pour de la pierre. Je me surpris à lui murmurer sous mon souffle, sans savoir pourquoi. Mes pensées ont commencé à se répéter. Des petites boucles. Mon dernier repas. Le poids exact de mon matériel. Le nom de mon ancien maître de stage à la Scola. Tous les cycles, comme s'ils étaient provoqués. Pas des souvenirs, mais des identifiants. Tous les quelques mètres, le couloir se déplaçait. Pas visiblement, mais de façon perceptible. Une main courante s'élevait. Une marche a grincé, alors qu'elle n'existait pas.
La gravité était incohérente, trop légère au niveau des genoux, puis lourde au niveau de la nuque. Je m'étais entraîné dans des zones nulles. Ce n'était pas nul, c'était du sur-mesure, un vaisseau qui s'adapte à son visiteur. J'ai passé une série de portes. Chacune ne portait aucun symbole, aucune étiquette, juste une fente verticale comme un œil non ouvert. Lorsque je me suis approché, une porte s'est ouverte en soupirant. Il n'a ni glissé ni grincé. Il soupire. Je suis entré sans m'en rendre compte. La chambre était circulaire. Pas de coin, pas d'aménagement. Seulement des murs, marqués de fines empreintes verticales espacées d'intervalles irréguliers. Pas décorative, pas aléatoire, mesurée, mais selon un système que je ne pouvais pas déchiffrer. Un son doux s'est échappé du plafond. Une oscillation harmonique à la limite de l'audible, celle que l'on ne reconnaît qu'une fois qu'elle s'est arrêtée. Il ne s'est jamais arrêté. Je me suis déplacé vers le centre. Rien ne m'a accueilli. Pas de terminaux, pas de siège, pas de port de données, seulement une plateforme peu profonde, à hauteur de cheville. Mon Auspex a émis un signal, n'a rien donné, puis s'est désactivé. Il n'est pas tombé en panne. Il s'est juste arrêté. Le bourdonnement s'est amplifié. Il n'était pas dans la pièce. Il était en moi. J'ai posé ma paume sur la plateforme. Elle n'était pas chaude, ce n'était pas froid, c'était présent. Et je me suis souvenu de quelque chose que je n'avais jamais vécu. Un moment pendant l'entraînement, assis dans le caveau ouin de la Scola, où un psyker m'avait effleuré l'épaule pendant les rites d'invocation. Sa main s'était attardée trop longtemps. J'ai eu le souffle coupé et je me suis tourné vers lui, mais ses yeux étaient fermés. Il ne m'a jamais touché. Mais ici, le souvenir était parfait, jusqu'au rythme exact de ma respiration. C'est alors que la salle s'est mise à parler, pas en paroles, dans l'alignement. Je me suis senti placé, mesuré dans le contexte, comme un composant dont on teste la compatibilité. Je pouvais sentir le contour de moi-même comme si on le dessinait. Il n'y avait pas d'hostilité, pas de sondage, seulement de l'interrogation. J'ai quitté la pièce avant d'avoir compris ce qu'elle voulait. La porte n'a pas soupiré cette fois-ci. Il n'était tout simplement plus là. Le couloir a changé. Il n'y avait pas d'embranchement derrière moi. Pas de chemin de retour. Le couloir s'incurvait trop vers l'intérieur, devenant moins un vaisseau qu'un passage. Pas de câblage. Pas d'infrastructure. Juste une lumière douce qui pulsait faiblement dans le sol sous mes bottes. Je marchais plus lentement. Une autre porte s'ouvre. À l'intérieur, j'ai trouvé un membre de l'équipage, Hearn. Il était entré avec la deuxième équipe 2 heures auparavant. Il se tenait au centre de la pièce, face à moi, le casque sur la tête, le recycleur enclenché. Il n'émet aucun son. Je me suis approché prudemment. Mon vox a grésillé. Pas de message, pas de voix. Seule ma respiration me revient en boucle. Puis un autre souffle s'est superposé. Le mien à nouveau, mais en différé. En écho, non pas dans le son, mais dans l'allure. J'ai tendu la main pour toucher l'épaule de Hearn. Il a disparu. Pas dans la lumière, pas dans la fumée. Il n'a pas été effacé. Il n'y est jamais allé. La chambre ne portait pas d'empreinte thermique, pas de changement de poids. Et pourtant, je me souviens l'avoir touché. Je me suis souvenu être entré. Je me suis souvenu de son nom. Alors j'ai regardé vers le bas. Le sol porte une marque. Une seule empreinte de botte, gravée comme dans la poussière, mais il n'y avait pas de poussière à bord du Cantus Vex. Même mes propres bottes n'ont pas laissé d'empreinte. J'ai quitté la pièce. Je n'ai pas couru. Le navire ne punirait pas la peur. Il la contournerait. J'ai donc marché calmement, doucement. Je passais devant une autre alcôve où une lumière scintillait. Là, sous la lumière vacillante, un cadre est posé contre le mur. Je l'ai ramassé. À l'intérieur se trouvait une image, pas de l'équipage, pas de quelqu'un que je connaissais. C'était moi.
assis à une console que je ne reconnaissais pas, portant un uniforme qui ne m'avait jamais été remis, regardant non pas l'objectif, mais au-delà, comme si je me voyais dans le futur. J'ai posé le cadre. Je ne l'ai pas emporté avec moi. Parce que je m'en doutais déjà, je me suis souvenu que j'étais passé par là. Et bientôt, je m'en souviendrai aussi. Le sanctuaire astropathique est intact. Nous l'avons trouvé 3 heures après le début de la descente, plus profondément dans le vaisseau que ce que nous avions prévu. Le couloir qui y menait n'était pas éclairé, mais le chemin était sans équivoque. Il semblait préparé. Chaque porte s'ouvrait avec un bruit qui ressemblait à un souffle retenu. L'air était plus lourd ici, pas vicié, juste vieux, préservé par le temps, scellé contre la décomposition, non pas par dessein, mais par révérence. La chambre est vaste, en forme de croissant. Il est bordé de 15 trônes vacants. Chacun est incurvé vers l'intérieur, face à un pilier central, gravé de veines cuivrées, qui pulsent faiblement à un rythme irrégulier. Pas de cadavres, pas de dépouilles, seulement des robes, pliées et déposées sur chaque siège avec un soin troublant. Des bottes rangées avec précision en dessous. Des liaisons vocales toujours connectées aux interfaces psy en forme de couronne. La chorale a disparu, mais leur présence est restée. Je me suis approché du trône le plus proche. Ses sangles n'étaient pas attachées. Le rembourrage ne portait aucune empreinte, mais l'air qui l'entourait semblait chargé, statique, sans étincelle. Je passai ma main gantée sur la couronne de l'interface. Elle pulsa une fois sous ma paume, et j'ai entendu une voix. Pas par le vox. De mémoire. C'était le frère militant terrain, mon ancien tuteur de catéchisme, qui récitait la litanie de la partition transcendante, le rite utilisé lors de la fusion des âmes. Je ne l'avais pas entendu depuis 17 ans. Il était mort avant mon dernier serment. Mais la voix était parfaite. Cadence, inflexion, hésitation. Il ne s'agissait pas d'un enregistrement, c'était un moment, en cours de rediffusion. J'ai fait un pas en arrière. 2 autres trônes se mettent à bourdonner. Personne ne les a touchés. Leur lumière clignotait en harmonie. Je n'ai pas reconnu de schéma. Le ton ambiant s'est déplacé vers le hors. Plus de silence, mais une présence en couche. Comme si plusieurs fréquences s'empilaient, formant presque un accord, mais jamais tout à fait. Une chanson qui tente de se former sans chanteur. Le relais psionique au centre clignota. Sa base scintillait comme du verre liquide, révélant un mouvement à l'intérieur. Pas structurel, organique. J'ai entrevu une silhouette, petite, fétale, s'agitant faiblement dans sa bobine de confinement. Pas une âme, pas une entité de distorsion, un souvenir qui tente de prendre forme. L'électricité statique de la radio s'est répandue derrière nous. Le canal s'est ouvert sans activation. J'ai entendu ma propre voix commencer à parler. Pas ce que je pensais, pas ce dont je me souvenais, mais une imitation parfaite de mon inflexion. Nous ne sommes pas perdus. On se souvient de nous. Puis c'est le silence. Van, qui m'avait rejoint depuis le couloir latéral, tenta de répondre. Ses mots bégayaient. Pas de peur, de la collision. Le vox a commencé à se faire l'écho de ses paroles, avec une demi-respiration de retard, puis une seconde entière. Chaque répétition était légèrement décalée. Comme si le vaisseau apprenait son ton. Il s'est tu. Nous avons vérifié les trônes, à nouveau. L'un d'entre eux portait un scintillement, une image trop rapide pour être capturée. Un visage, en plein cri, les yeux cousus, non visible dans la chair, seulement reflété dans la surface polie du pilier de relais. Les unités lumineuses ont commencé à scintiller. Ce n'est pas dû à une panne de courant. En rythme. 4 impulsions. Pause. 3 impulsions. Puis à nouveau, j'ai compté. 14 et 3, la somme du cœur et nous. J'ai demandé à Van de vérifier son chronomètre. Il ne fait plus tic-tac. Son écran a fait clignoter des zéros.
puis a affiché un horodatage impossible. 0,1 pas d'heure, pas de jour, pas de siècle, juste une remise à zéro. La chambre, elle aussi, s'est réinitialisée. Les robes ont changé de position, toujours pliées. Il n'est pas encore souillé, mais ils sont désormais disposés en spirale descendante. Le 15e trône, le trône central, étant désormais surélevé par rapport aux autres, projetant une longue ombre. Le relais s'est mis à bourdonner. Nous avons entendu une voix qu'aucun de nous n'a reconnue. Un ton de femme, calme, mesuré. Vous êtes en retard pour vous en souvenir. Pas de point d'origine. Pas d'identifiant Vox. Nous n'avons pas répondu. Quelque chose passa dans le sanctuaire. Une ondulation invisible, comme un souffle sur la peau. La pression de la chambre se normalisa. Le silence ne semblait plus absent. Il se sentait plein. J'ai fermé les yeux. Et je les voyais. Pas des fantômes. Pas des formes de distorsion. Les membres de la chorale en prière. Reliés, silencieux. Leurs bouches sont immobiles. Leurs pensées ne sont pas exprimées, mais stockées. Je les ai vus, non pas comme des esprits, mais comme des échos dotés d'un corps. Se déplaçant comme la mémoire se déplace, se répétant en boucle douce. Une seule pensée s'est imposée à eux. La chanson n'a jamais été chantée, puis le relais s'est éteint. La pression s'est relâchée, les trônes se sont refroidis, et nous savions quelque chose avec certitude. Le cœur n'est pas mort, ils ont été enregistrés. Le navire ne les a pas pleurés, il les a gardés, chaque pensée, chaque écho, chaque prière inachevée. Ils n'étaient pas perdus. Ils attendaient l'harmonie. Et nous avons apporté de la dissonance. Les cartes ont commencé à se redessiner. Au début, c'était subtil. Le plan hololithique du Cantus Vex, téléchargé sur nos data slates avant l'embarquement, avait toujours été incomplet. Le vaisseau était vieux et ses schémas fragmentaires. Mais maintenant, les omissions étaient remplacées. De nouveaux couloirs sont apparus. Les sections que nous n'avions pas traversées étaient étiquetées avec des codes que nous n'avions pas saisis. Les portes que nous n'avions jamais ouvertes étaient marquées comme étant libres. Mon ardoise était alimentée par des mises à jour que je n'avais pas demandées. Dans la jonction du pont inférieur, Van m'a montré ses relevés. Ils correspondent aux miens. Il en a été de même pour Hearn lorsque nous nous sommes regroupés, bien qu'il n'ait pas été avec nous depuis des heures. Quand je lui ai demandé comment il avait retrouvé son chemin, il a haussé les épaules. J'ai juste suivi les marques, nous nous sommes retournés. Derrière lui, gravé dans le mur sous la bande lumineuse, se trouve une série de runes impériales d'orientation. Elles étaient nettes, sculptées avec précision, fraîches. Mais aucun d'entre nous ne les avait laissées. Chaque rune indique un passage sûr, itinéraire vérifié, air respirable. La dernière mentionne retour autorisé. Sauf qu'il pointait vers le bas, pas vers le hangar, ni vers la brèche d'entrée. En bas, Hearn n'a pas trouvé cela étrange. Il se remit à marcher, calmement, comme s'il était appelé. Le chemin devant lui était bordé des mêmes marqueurs. Un tous les 20 pas. Une séquence parfaite. Tout est récent. J'ai vérifié l'horodatage du vaisseau. Les métadonnées de la gravure sont datées de 7 heures dans le futur. Nous avons traversé ce qui ressemblait à une vieille station de relais de cogitateurs. Toutes les consoles étaient mortes, mais un écran s'est allumé pendant que nous traversions. Il s'agit d'un schéma de haut en bas, pas du navire. De nous, 3 chiffres. Stationnaire, triangulé. Nos noms étaient inscrits à côté des silhouettes, correctement orthographiées, même avec les chiffres binariques utilisés dans les bases de données à accès restreint. L'écran se mettait à jour en temps réel au fur et à mesure que nous nous déplacions. Je m'en suis approché, et l'écran clignote. 4 chiffres. Le 4e n'avait pas de nom. Une simple désignation. Présence confirmée. J'ai fait un pas en arrière.
L'écran s'efface de lui-même. Personne n'y a plus touché. Plus loin, nous avons trouvé ce qui ressemblait à une galerie commémorative. Les murs étroits s'incurvent vers l'intérieur pour former une douce spirale, bordée de socles contenant des reliques rouillées, des étiquettes en métal, des chapelettes de prière brisées, des fragments d'identité. Chaque objet monté portait une petite plaque gravée. Pas de nom. Moment. Premier souffle au monde des origines. Dernier souvenir avant le serment. Le silence entre les hymnes. Rien de tout cela n'avait de sens. Ce n'étaient pas des trophées, pas des symboles d'honneur. Ils étaient intimes, des fragments que personne d'autre que l'individu n'aurait dû connaître. Au bout de la galerie se trouve une porte unique. Vaughn hésite. Il a dit qu'il l'avait déjà vue, dans son rêve pendant le cycle de stase, quelques heures avant que nous n'interceptions le signal. Il n'en avait pas parlé plus tôt parce qu'il avait oublié les détails. Maintenant, ils se sont précipités pour revenir. Pas d'image. Sensation. Il se souvenait d'être resté devant la porte, attendant que quelqu'un l'ouvre. Une voix derrière la porte lui avait chuchoté, lentement, jusqu'à ce que le murmure corresponde à sa respiration. Il ne se souvenait pas de ce qu'elle avait dit, seulement qu'elle attendait qu'il réponde. Nous avons ouvert la porte. Au-delà, il y avait une chapelle. Pas pour l'empereur, pas d'iconographie, pas d'or, de marbre ou de sanctuaire. Seulement des sièges, 6 rangées. Tous face à un mur vide où aurait dû se trouver un vitrail. Un silence s'installe. Pas d'absence. Préparation. Nous ne nous sommes pas assis. Nous ne pouvions pas bouger. Derrière nous, l'écho des pas se fait entendre. Mesuré, confiant, lent. Ern s'est retourné en premier. Puis Vaughn. Je n'ai pas pu. Je le savais déjà. L'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte portait une cape identique à la mienne. Pas similaire. Identique. Même la couture brûlée de l'épaule gauche. Même le sac de données à la hanche. Même modèle de lassage. Le même vieil insigne du chemin du vide. Son visage ne portait aucune malice. Pas de faim. Juste une prise de conscience. Il n'a pas parlé. Il a hoché la tête une fois. Et il est passé devant nous. Vers le mur. Il a posé sa paume à plat sur la surface. Il ondulait comme un liquide. Il a franchi le seuil et n'a pas émergé. Le silence revient. Le bourdonnement a suivi. Et mon data slate a vibré une fois. Une nouvelle carte apparaît. Un que je n'avais jamais vu. J'en avais déjà mémorisé un. Les couloirs forment maintenant une spirale. Tous les chemins sont tournés vers l'intérieur. Aucun vecteur d'échappement n'est enregistré. Seulement à l'intérieur. Et chaque carrefour était marqué. Je n'ai pas parlé. Parce que j'ai reconnu le modèle. La mise en page imitait un vieux catéchisme de cartographie de l'âme. Un rite autrefois interdit, conçu pour préparer un médium à s'effacer en cas de compromis démoniaque. Je l'avais vu une fois dans un caveau sous Calixis, enterré dans un rouleau de données cassées. Il ne s'agissait pas d'une architecture navale, c'était un chemin de mémoire, conçu pour ne pas être piétiné. Mais il faut s'en souvenir. Vaughn chuchote alors. Ils n'ont pas laissé de marqueurs pour nous. Il avait raison. Ils les ont laissés pour eux. La spirale s'est accentuée. Chaque pas vers l'intérieur brouillait la différence entre la direction et le souvenir. L'air n'avait plus le goût du métal. Il avait le goût d'endroits que je n'avais pas visités depuis des années. Les marches du dortoir de la Schola Erasmus, les voûtes imprégnées d'encens des tours d'écoute de Caldria, même la chambre stérile où mon âme sigille avait été imprimée pour la première fois, la faible piqûre de l'huile sanctifiée. Aucun de ces lieux n'était réel aujourd'hui. Il s'agissait de réponses. Pas d'après mes souvenirs. Depuis le navire. Le Cantus Vex n'était pas hanté. Il s'agissait de se souvenir. Et quelque part sur le chemin, j'ai cessé d'être moi-même.
Je ne me souviens pas du moment où Varn et moi nous sommes séparés. Il n'y a pas eu de tension, pas de mots d'adieu, juste une distance, même pas celle que l'on peut mesurer. C'était comme s'il était maintenant quelque part que je n'avais pas encore atteint, ou ne s'était pas souvenu de l'avoir atteint. Mon tableau de données indiquait que ma position était stable, mais à chaque fois que je l'actualisais, ma propre trajectoire se déplaçait légèrement, juste assez pour se désaligner de la dernière empreinte. Et puis, il a cessé de se déplacer. Il affiche un mot fixe dans la marge supérieure. Converger. J'ai regardé autour de moi. Je me trouvais dans une chambre bordée de panneaux gravés de psaumes. Il ne s'agissait pas d'une ecclésiarchie que je connaissais. L'écriture était impériale, mais la syntaxe était antérieure de plusieurs siècles à la norme ministorum. Chaque ligne se terminait non pas par une ponctuation, mais par un nom. La plupart d'entre eux étaient infamiliers, pas à l'histoire. Pour moi, l'instructeur Halvian, qui est mort dans les ponts inférieurs de l'Agri-Ship Road Mercy, le frère tech vigilant Korul, qui a partagé mon aile astropathique avant de faire vœu de silence. Même le capitaine Merix, dont le nom n'a jamais figuré sur aucun registre officiel des décès, mais dont j'ai entendu le cri lorsque notre transport s'est brisé au-dessus d'Antréos. Les murs ne racontaient pas de saints. Ils se faisaient l'écho de mes morts. Chaque nom était suivi d'un seul mot. Témoin, pas martyrisé, pas enterré, pas pardonné. Je viens d'en être témoin. Je me suis dirigé vers le fond de la salle, où une alcôve basse se recourbait en arc de cercle pour s'agenouiller. Une silhouette y attendait, pas en chair et en os, dans les grandes lignes. La poussière le long du métal formait la silhouette exacte d'un être humain assis, jambes repliées, les bras reposant sur les genoux. Le contour était parfait, ininterrompu, mais il n'y avait pas de corps, pas de masse, aucune trace de chaleur, seulement la forme, comme si quelqu'un n'avait attendu suffisamment longtemps pour que le vaisseau se forme autour de lui. Un doux carillon retentit une fois dans l'air. Pas de source, pas d'écho, seule la reconnaissance. Je me suis agenouillé instinctivement. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai senti que le navire le reconnaissait. Comme un rite accompli, un souvenir remis au goût du jour. Puis la voix est revenue, pas à haute voix, pas dans le vox, à l'intérieur. Une respiration, pas la mienne, synchronisée avec la mienne. Une harmonie silencieuse, non pas de son mais de cadence. Et puis le murmure a refait surface. Nous ne sommes pas des enregistrements, nous sommes des arrangements. Les mots se sont déroulés comme un psaume connu avant la parole. Se souvenir, c'est façonner. Façonner, c'est contenir. Nous ne sommes pas le passé. Nous sommes le cœur du souvenir. Des échos avec une direction. La mémoire avec le motif. J'ai essayé de répondre. Je ne me souviens pas si je l'ai fait. Le hall s'assombrit. Pas dans le noir, dans l'immobilité. Les panneaux se sont déplacés. Leur surface s'est restructurée, non pas physiquement, mais perceptivement. Les mêmes noms, mais maintenant prononcés à haute voix dans mon esprit. Ce n'est pas moi qui les prononce, prononcés par les personnes dont on se souvient. Et ils me connaissaient, pas par titre, pas par le visage, par présence. La façon dont mes pensées se sont enroulées autour des bords de l'incrédulité. Par la façon dont j'ai abordé les liturgies inconnues avec une prudence respectueuse. Par la façon dont je me suis attardé juste assez longtemps avant de rejeter ce qui ne devrait pas l'être. Ils me connaissaient, parce qu'ils ont été conçus pour cela. Je n'étais pas à bord d'une épave. J'étais à l'intérieur d'une archive, un coffre-fort psychique sans mur. Ne pas stocker de données, stockage du contexte. Contexte humain. Pas pour la récupération, pour l'achèvement. Chacun d'entre nous qui est monté à bord était une cadence manquante. Chaque pas, chaque mot, chaque motif d'hésitation, documenté, à ne pas classer,
à résoudre. Le Quintus Vex n'était pas perdu. Il a été mis en pause, en attente. Je me suis remis debout. Ma propre silhouette avait commencé à se dessiner dans la poussière derrière moi. Je me suis éloigné rapidement. Trop rapidement. Le vaisseau a émis une impulsion en réponse. Pas sous le coup de la colère. En correction. Devant lui, le couloir s'ouvre. Le sol est réfléchissant. Non poli, réactif. Chaque pas ne résonne pas, mais est absorbé, pas réduit au silence. Préservé. Et j'ai commencé à entendre d'autres voix. Faibles. Ils se faufilent sous le bourdonnement des systèmes du vaisseau. Fragments de vox. Des prières fissurées. Des noms à moitié respirés. Un chœur. Non chanté, compilé. J'ai murmuré un nom à haute voix. Alvien. Le sol se réchauffe sous mes pieds. Les lumières pulsent en signe de reconnaissance. Et j'ai senti, plus que je ne l'ai entendu, le souffle d'une réponse à 1000 moments mémorisés. Pas dans l'accueil. En cours d'exécution, j'avais été nommé, et le navire s'est souvenu de moi. La chambre se trouve derrière une porte sans cadre. Il n'y avait pas de couture dans le mur, pas de contour visible. Il n'y avait qu'une portion de couloir où l'air se pressait différemment contre la peau, où les pas perdaient leur son avant de toucher le sol. Lorsque je l'ai franchi, le seuil a cédé comme l'eau qui rompt la tension superficielle. À l'intérieur, le monde se rétrécit. La pièce n'était ni grande ni petite. Sa forme semblait impermanente. Les murs s'enroulaient comme une cage thoracique autour d'une estrade centrale formée d'amplificateurs Vox fusionnés. Ils étaient roussis, tordus, encroutés de résine séchée. Au-dessus d'eux, suspendus au plafond par de longs fils d'attaches frémissants, pendait un unique psyelme. Il clignote encore. Le gouvernail tourne lentement, sans aide. Sa fente oculaire était orientée vers le bas. Son rembourrage intérieur, bien qu'usé par les intempéries, était exsangue. Il ne restait aucune trace de la bataille. Mais le murmure était sans équivoque. Un son sans source. Pas de modulation. Juste la pression de la langue. Pas entendu. Enregistré. Derrière moi, les murs ne portaient aucun glyphe. Aucune iconographie impériale. Seulement des empreintes, des milliers d'empreintes, pressées du bout des doigts, humaines, uniformes. Comme si chaque âme ayant traversé cette pièce avait tenté de s'y accrocher. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pu. Au moment où j'ai franchi l'estrade, ma voix s'est effondrée dans ma gorge. Pas saisie, pas étouffée, absorbée. Mon esprit était encore intact. Mes pensées circulaient librement, mais le son n'atteignait plus l'air. J'ai prononcé mon nom. Rien. J'ai tapé sur mon unité vocale, statique. Puis c'est le silence. La barre bouge à nouveau. Pas en réponse. En instruction. Il s'inclina vers le bas. Les vrilles qui y étaient reliées brillaient faiblement. Je m'approchais, sans armes, ne voulant pas respirer trop fort. La chambre ne semblait pas faite pour l'agression ou la retenue, mais pour la réception. Ce n'était pas une prison. C'était un hôtel. Sous la barre, gravée dans le boîtier de l'amplificateur, se trouve une suite de chiffres. Ce n'étaient pas des coordonnées, c'étaient des dates, des centaines, estampillées sans motif. Certaines sont trop anciennes pour être vérifiées. Certaines datent de la campagne actuelle, d'autres datant de l'avenir. Chacun d'entre eux était suivi d'un nom. Aucun n'était célèbre, pas de héros, pas de saint, juste des étiquettes d'identification de prêtres du transport, d'astropathes juniors, d'agents d'entretien du pont, ceux qui n'ont pas eu les honneurs de la bataille. Mais chacun d'entre eux partageait une seule désignation à côté de son nom, sans bouche. Dans les documents sanctionnés, le terme ne fait l'objet d'aucune classification formelle. Dans les couloirs chuchotés de l'étude astropathique, cela ne signifie qu'une seule chose, l'écrasement de l'âme. Échec du confinement lors d'une transmission psychique.
Lorsque l'esprit d'un psyker, submergé par le flux de transmission, ne parvient pas à distinguer ses propres pensées de l'écho des autres. Le résultat n'est pas la folie, c'est l'effacement. Un état où le corps vit, mais où la voix, l'identité, a disparu. Pas de cri, pas de mort, juste le silence. Permanent. Je l'avais lu, une fois. Des textes interdits enterrés dans les voûtes de Scriptorum Anarchia. Les rituels conçus pour l'empêcher étaient la norme lors de l'intronisation des membres de la chorale. Mais personne ne s'attendait vraiment à y être confronté. Ici, le navire l'avait curé. Ce n'est pas un accident, en tant qu'artefact. Il ne s'agissait pas d'erreur, il s'agissait d'offrande. J'ai reculé, refusant de regarder à nouveau directement la barre. Je le sentais vibrer dans ma mâchoire. Un son si faible qu'il échappait totalement à l'ouïe. La chambre n'était pas dangereuse, pas de la manière habituelle. Il n'y avait pas de menace, aucune force. Seule l'invitation à rester immobile suffisamment longtemps pour que l'oubli commence. Un rythme de perte d'identité. Je me suis tourné vers le mur. J'ai appuyé mes doigts sur les empreintes. Ma main s'y est parfaitement adaptée, non pas parce qu'il correspondait, parce que le mur s'est adapté. Pas seulement la forme, la température, la texture. Il s'est souvenu que je l'avais touché avant de le faire. Et pendant un instant, je me suis vu. Pas en tant que réflexion, en tant que mémoire. Je me suis tenu dans cette chambre, plus âgé, pas cassé, vide, assis sous le gouvernail, face à l'avant. Ne pas parler, l'écoute. Ma bouche a bougé, aucun son ne sortait, mais je savais ce que je disais. Je n'étais pas censé parler à nouveau. Puis la vision s'est évanouie, pas de manière définitive, avec accusé de réception. La barre cesse de tourner, le silence se dissipe, ma voix est revenue. Je suis parti sans toucher aux data slates éparpillés près du pilier relais. Leurs écrans affichaient tous un seul mot: contribuer. J'ai traversé le couloir suivant dans un silence respectueux, pas par peur, par manque de compréhension. Le Cantus Vex n'a pas consommé son équipage. Il les a honorés. Il a préservé ce qu'ils n'ont pas dit et a donné forme à ce qui n'aurait jamais pu être dit. Nous n'étions pas des explorateurs dans ces salles! Nous étions en train d'écrire des souvenirs. Je ne faisais plus confiance à la lumière. Ce qui servait d'éclairage à bord du Cantus Vex était devenu trop délibéré. Il n'obéissait plus à un schéma ou à une consommation d'énergie. Les panneaux lumineux s'assombrissaient lorsque je m'approchais, s'éclaircissaient lorsque je me détournais. Le vaisseau guidait, non pas physiquement, mais perceptivement. La lumière ne suivait pas les pas, mais l'attention. Chaque couloir se rétrécit dans l'ombre. Non pas une absence de lumière, mais une saturation de silence. L'obscurité ne menaçait pas. Elle fait signe. J'ai passé un carrefour où 4 couloirs se rejoignaient. Ma carte n'en montrait que 2. Chacun semblait identique. Longueur identique, courbe identique. Mais l'un d'eux émettait un faible gémissement, si faible que je ne l'ai remarqué que lorsqu'il s'est arrêté. Ce silence m'a fait avancer. Le couloir se rétrécit au fur et à mesure que je marche. Les murs se replient légèrement vers l'intérieur. Le plafond a baissé d'un demi-mètre, juste assez pour me faire baisser la tête. J'ai reconnu le dessin. Un modelage subconscient. Le genre utilisé dans les psyllabes de haute sécurité pour inciter à la prudence sans alarmer. Les murs respirent. Pas mécaniquement, subtilement. Avec un rythme décalé par rapport au mien, comme s'il expirait à retardement. Quand je m'arrêtais, le couloir s'arrêtait. Quand j'ai continué, le vaisseau a expiré à nouveau. Mes pas s'adoucissaient jusqu'à ce que je ne sois plus sûr de marcher. C'est alors que le son se fait entendre. Un ton, soutenu, sous-auditif. Ce n'était pas une mélodie, il n'y avait pas de variation de hauteur, juste une pression.
La sensation d'un cri incroyablement lointain, transporté à travers la coque non pas par l'air, mais par la reconnaissance. J'ai appuyé ma main sur la cloison. Il a pulsé une fois, mais encore une fois. Pas comme un battement de cœur, comme le souffle. Je ne me suis pas senti observé, je me suis senti écouté, et quelque chose dans le cri connaissait ma voix. J'ai avancé lentement jusqu'à ce que le couloir s'ouvre. Aucune porte ne marque la transition. Il s'agit simplement d'un seuil où l'architecture a changé. Le sol a disparu. Où devint du verre noir, parfaitement réfléchissant, tout en absorbant la pression. Mes bottes n'ont pas fait de bruit. Mon image n'apparut pas. Les murs s'élargissaient ici, formant une rotonde. En son centre se tenait une silhouette solitaire. Face à face, même construction, même démarche, même cap. Il bougeait comme je bougeais. Légère hésitation au niveau du genou. Le pied droit est légèrement tourné vers l'extérieur. Je l'ai su avant de l'enregistrer. C'était moi, mais pas une réflexion. Il se tenait dans une ombre plus profonde qu'aucune lumière ne pouvait percer. Ma vision s'est ajustée. Les détails étaient précis. Chaque fil, chaque point. Un miroir construit à partir de la mémoire, pas de la lumière. Il a tourné la tête, mais je n'ai jamais vu le visage. Parce qu'à ce moment-là, mon unité vocale a grésillé. Nous recevons votre trace. Une voix de femme, calme, sans artifice, pas de distorsion. Il ne s'agit pas d'un enregistrement. J'ai vérifié ma chaîne. Il était verrouillé, aucun signal actif. Les mots étaient arrivés sans format. Ils n'ont pas été transmis. Ils étaient présents. La voix a repris la parole. Pas de là où vous êtes. De quand vous étiez. La silhouette s'est déplacée. Ses pas correspondaient aux miens en sens inverse. Si j'avançais, il reculait. Si je faisais une pause, il attendait. Je me suis détourné. Et je me suis entendu murmurer. Vous êtes déjà venu ici. Je n'ai pas répondu. La voix continue. Tu t'es apporté toi-même, pièce par pièce, jusqu'à ce que la forme soit suffisante. La lumière s'est atténuée. Le ton reprend. Il s'agit maintenant d'harmoniques superposées, formant des accords graves, chacun légèrement décalé, comme s'il était chanté par des copies éloignées, essayant de se souvenir de la hauteur originale. J'ai avancé. La silhouette s'efface. Pas disparue, diffusée. Le sol en dessous de moi pulsait de blanc, puis de bleu, puis de noir. Chaque couleur suit une respiration. Pas la mienne, mais c'est loin d'être le cas. J'ai pénétré dans une chambre plus petite. Il ne contenait rien. Un simple banc de pierre, un cadre posé contre le mur, une plaque d'identification en dessous. Mon nom, pas comme je l'ai écrit, comme je l'ai prononcé lors de mon intronisation. Le nom qu'aucun disque ne devrait porter, un nom effacé pour des raisons de confidentialité. Pourtant, il est là, gravé dans le métal, avec une précision impossible. J'ai pris le cadre. À l'intérieur, il n'y avait pas d'image, juste une tache de statique. Mais l'électricité statique a bougé, lignes formées, des traits suggérés, jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait de mon propre visage, clignant des yeux à un rythme lent. Il a parlé, mais pas à haute voix. Vous ne vous souviendrez pas de votre arrivée. Le ton est devenu plus grave. La lumière a reculé. Le cri est revenu. Pas douloureux, pas perçant. Un simple chagrin. Une douleur lancinante qui dépasse les oreilles. Le cri de quelque chose qui se rappelle à vous plus vite que vous ne pouvez l'oublier. J'ai laissé tomber le cadre. Il s'est brisé. Pas de son. Le silence revient, comme une respiration dans une gorge scellée. Je me suis éloigné. Et le cri a suivi. Pas plus fort. Plus proche. Le vaisseau ne faisait pas écho aux voix. Il apprenait à se débrouiller tout seul. Les cartes ne sont pas faites pour être comprises. Elles sont faites pour être suivies.
J'ai été formé à la lecture des cartographies de la dérive des strates et des secteurs, de la dérive de la distorsion, des échos de la ligne de base. Je savais comment décoder les signatures de pression des zones mortes, comment analyser à rebours les données contenant des parasites démoniaques. Mais ce qui se trouvait devant moi n'était pas une carte. Il s'agit d'une structure qui se souvient d'elle-même. La data slate que je portais s'est mise à clignoter sans qu'on la touche. Elle émettait des pulsations douces, la lumière s'étirant en courbe. Des lignes s'enroulaient en spirale sur l'écran, formant des voies trop fluides pour être de l'architecture. Le schéma ne portait aucune étiquette. Pas de pont, pas de salle. Juste une ligne qui s'enroule vers l'intérieur, vers un point de fuite unique. Le vaisseau ne présente plus de couloir. Seule direction. J'ai tracé la spirale avec mon doigt. Chaque bobine est courbée avec un alignement parfait. Chaque boucle est plus fine que la précédente, comme une pensée répétée à la perfection. Le dernier segment pulsait en or, puis en rouge, puis en noir. Il n'y avait pas de marqueur « vous êtes ici », mais je savais à quoi m'en tenir, pas à partir de coordonnées. De mémoire, le chemin avait été façonné pour correspondre à mon propre tracé mental, et je l'avais suivi, pas par choix. Hors conception, la chambre autour de moi a changé. Lentement, la lumière derrière les cloisons s'estompa. Le sol sous moi ne ronronnait plus sous l'effet de la puissance absorbée. Il résonnait sous l'effet de la respiration. Pas la mienne. Pas humain. Le souffle se forme par la répétition. Le genre de souffle que l'on trouve dans les chants, dans les rituels chuchotés si souvent qu'ils n'ont plus besoin d'être pensés. Les murs n'affichent aucune carte, seulement des chemins dessinés à la main et gravés dans le métal. Certains sont fins comme des cheveux, d'autres sont profonds comme des entailles. Chaque spirale est différente. Toutes se terminent vers l'intérieur. J'en ai reconnu un, la mienne, dessinée au pied d'une couchette de dortoir sur la station Vantard pendant ma 3e année de formation. Je l'avais gravé distraitement, un mouvement que je ne pouvais expliquer. J'avais été réprimandé pour cela. Je l'ai nettoyé. Mais voilà, c'est fait. Reproduit à l'identique. Jusqu'à la légère déviation où ma main a glissé. Le navire s'en était souvenu. Ou quelque chose l'avait fait. Je me suis rapproché du mur. D'autres spirales sont apparues. Tout le monde connaît, tous les miens. Des moments que j'avais oubliés. Des itinéraires que j'avais tracés en pensant à rien. Des boucles dessinées sur le verre de la gare en regardant dans le vide. Chacune codée avec plus de précision que je n'aurais pu en retenir. Il ne s'agissait pas d'archives. Il s'agissait d'une cartographie de soi. La cartographie ne se fait pas dans l'espace, mais dans la répétition. Je n'observais pas la trajectoire du navire. Le navire observait le mien. C'est alors que le changement s'est opéré. La spirale suivante était erronée. Ces courbes sont plus serrées. L'espacement n'est pas naturel. La forme est forcée. Mais c'est toujours de ma main qu'elle est venue. Je me souviens l'avoir gravée sur mon boîtier de data slate 3 jours avant le déploiement. J'avais rêvé de séquences étranges, des schémas qui ne semblaient pas être les miens. Je les avais copiés sans comprendre. Ils ont maintenant formé la nouvelle carte. La spirale a remodelé l'agencement de la chambre. Chaque porte est incurvée vers l'intérieur. Chaque angle s'est adouci. Le sol sous les pieds s'inclinait légèrement, presque imperceptiblement, guidant chaque pas vers l'intérieur. Aucun couloir ne se ramifiait. Aucune alcôve ne subsistait. Le vaisseau n'était plus un transport. Il était devenu un entonnoir. Et j'étais en son centre. Le murmure était revenu. Pas en paroles, en images. Des visages que j'avais croisés sur les quais de la station. Des voix que je ne me souvenais pas avoir entendues. Chaque fragment d'observation passé inaperçu est à présent réassemblé. Le vaisseau ne recueillait pas de grands souvenirs, mais des souvenirs périphériques. Ce que vous voyez sans le savoir. Ce que vous entendez
sans signification. Il a recueilli des fragments. Ils ont été intégrés dans l'orientation. Les rendre navigables. Ce n'était pas du stockage. Il s'agissait d'une réincorporation. Tous les observateurs qui sont entrés ont quitté les modèles. Et le navire s'est adapté. Il ne s'agit pas de les contenir. Pour les compléter. J'ai passé une section où le sol n'avait pas de forme physique. Seules des lignes tracées à la lumière se dessinent sous mes pas. Ils ont légèrement bougé avant que je n'atterrisse. Anticiper mon mouvement. Comme si le navire n'avait plus besoin de réagir. Il m'avait mémorisé. J'ai arrêté de marcher. La lumière en dessous s'est arrêtée, puis réformée. La spirale s'est achevée d'elle-même, sur le sol, à mes pieds. Le centre a émis une impulsion, et l'étage s'est ouvert, pas violemment, avec l'autorisation de l'auteur. Une cage d'escalier descendait, trop peu profonde pour être mécanique, trop lisse pour être naturelle, un souvenir gravé dans la substance. J'ai suivi. L'air en dessous était plus chaud. Parfum de vieux papier, d'huile séchée et de quelque chose d'autre. Une trace d'électricité statique s'accroche au mur. Pas de bruit. Le souvenir. Au pied de l'escalier, j'ai trouvé un seul socle. Une ardoise y est posée. Pas numérique. Pierre sculptée. La langue qui y était gravée se déplaçait au fur et à mesure que je regardais. Les lignes se sont déformées. Les mots étaient inversés. Jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur une phrase que j'avais un jour griffonnée dans la marge de mon livre de serments astropathiques. Connaître le chemin, c'est l'avoir déjà parcouru. J'ai soulevé l'ardoise. Il faisait chaud. Trop chaud. Il bourdonne faiblement. Le bourdonnement correspondait à la tonalité que j'avais entendue quelques jours auparavant, et la pièce s'est assombrie. Pas dans la cécité, dans la proximité. C'est comme si l'on se trouvait à l'intérieur d'un souvenir scellé. Et le navire a chuchoté à nouveau. Vous ne vous souvenez plus. On se souvient de vous. Je n'ai pas franchi la porte suivante. Il s'est ouvert autour de moi. Les murs se sont retirés sans mouvement. Le sol demeurait, mais la notion de bord disparaissait. Au-dessus de moi, le plafond s'est adouci jusqu'à ressembler à un ciel nocturne. Sauf qu'il n'y avait pas d'étoiles, seulement de faibles lueurs de pensée pulsant comme des synapses lointaines. Je me trouvais au centre de quelque chose qui n'avait pas été construit. Un souvenir peut-être, avant qu'il ne prenne forme. Autour de moi, il y avait des chaises, des trônes dans leur fonction, mais pas dans leur forme. Chacune s'était taillée dans un matériau que je n'arrivais pas à nommer. Du verre, de la pierre, de l'os, quelque chose entre les deux. Elles étaient tournées vers l'intérieur, disposées en cercle parfait. Tous étaient étaydes, sauf un. La chaise en face de moi portait une empreinte, pas une silhouette, pas une ombre. Une concavité dans l'espace lui-même, un contour où la présence était devenue permanente. Elle pulsait faiblement, comme des poumons qui se remettent à respirer après un long silence. Je savais que c'était le mien. Pas une seule fois, en continu. J'ai essayé de parler. Aucun mot n'est formé. Pas parce qu'ils ont été volés, parce qu'elles ne s'appliquent plus. Je n'étais pas monté à bord. J'étais revenu, et je n'étais pas observé. J'ai été rejoué. La carte en spirale est réapparue dans mon esprit, non pas dessinée, mais connue. Son point d'arrivée menait ici. Son tracé n'était pas une navigation, c'était un rituel. Un itinéraire conçu non pas pour être découvert, mais pour être reconnu. La chambre a émis une impulsion. Une cuvette peu profonde, remplie d'un liquide noir, s'élevait du sol. Je me suis approché, attiré par la familiarité. J'avais vu ce bassin une fois, il y a des années, dans un rêve sous la stase. Je m'étais regardé m'agenouiller devant elle. Maintenant, je l'ai fait. Le liquide ne reflétait pas mon visage. Il montrait une pièce dans laquelle je n'étais jamais entré.
Pourtant, je me souvenais de l'odeur de ses murs, le poids de son air, la pression de la prière prononcée sans voix. Dans cette vision, je me suis vu assis, écrivant sur un parchemin que je n'avais jamais tenu. Ligne par ligne, j'ai enregistré des moments que je n'ai jamais vécus, mais ils étaient à moi. Chaque mot s'est inscrit dans ma mémoire avec un poids parfait. Et j'ai compris. Le Cantus Vex n'était pas à la dérive. Il était ancré dans le souvenir. Ce n'est pas un record, une nouvelle histoire. Pas pour les autres, pour le navire lui-même. Maintenir la cohésion, préserver la continuité. Chaque membre de l'équipage, chaque visiteur, a ajouté sa cadence, leur peur, leurs fragments. En retour, le vaisseau stocke leur rythme, leur redondance, leurs prières inachevées. Il n'a pas hanté, il s'est harmonisé. Les pulsations s'intensifient, une chaise allumée, puis un autre, et un autre. De faibles silhouettes se sont formées, des figures sans visage, des identités sans traits, pas des étrangers. Modèles, respiration, posture, immobilité. Ils ne m'observaient pas. Ils se sont maintenus en place, comme les pages d'un tome, rappelées en cas de besoin. Le bassin s'est assombri. Un mot se forme en son centre. Répété. Je me suis levé. Mes pas résonnent maintenant. Pas sur le métal, sur la mémoire. Chaque étape rappelle une étape précédente. Chaque respiration rencontrait sa jumelle. J'ai franchi une porte façonnée à partir de souvenirs. Il n'a pas été fermé. Il s'est plié, comme la dernière ligne d'un hymne oublié. Je suis rentré dans un couloir que je n'avais jamais quitté. Il m'a accueilli sans salutation. J'ai atteint l'endroit où Hearn s'était tenu. Seulement maintenant, je me tenais là. Il n'est plus là. Où s'était intégré à la forme. J'ai regardé ma main. Une ligne s'est formée à travers le palmier. Pas une blessure, une inscription. Doux, pâle, comme ancré par la lumière. C'était un fragment d'un nom que j'avais abandonné, une désignation que je n'utilisais plus, mais c'était le mien. Parce que le bateau l'avait gardé pour moi. Je suis passé devant un mur où se trouvait autrefois mon reflet. Maintenant, il a affiché une scène. Moi, assis, calme, toujours. Chuchoté à un enfant qui ne répond pas. L'image s'estompe. J'en ai croisé un autre. Un champ de bataille sur lequel je n'ai jamais combattu. Mais je me souviens des cris. Pas comme un traumatisme. En tant que liturgie. Ce furent mes premières prières, bien que je n'eusse pas de langue pour les prononcer. Le couloir se rétrécit à nouveau. Il s'ouvre ensuite sur une dernière chambre. Il n'y avait pas de mur. Seule la sensation. J'ai entendu ma propre voix. Dire des vérités que je n'avais jamais écrites. J'ai vu des visages que je n'avais pas mérités. Enfin, le murmure est revenu. Ne pas instruire, accueillir. Tu as toujours été là. La lumière s'est atténuée, pas dans l'obscurité, dans l'immobilité. Et pour la première fois, je me suis arrêté de marcher, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il existe un signal qui ne s'estompe pas, il émane d'au-delà des cartes officielles du Segmentum Obscurus, bien au-delà des mondes marginaux, où même l'Inquisition parle en termes d'hypothèses. Il ne voyage pas le long des lignes astropathiques approuvées. Elle se déplace sur des bandes basses, enfouies dans la rampe subharmonique des couches vox décomposées, sous la poussière tonale d'émissions oubliées. Aucune station ne le revendique. Aucune balise ne la transmet, et pourtant, il nous atteint. D'abord comme un bruit de fond, une douleur derrière les oreilles, un murmure derrière la vox statique, puis comme quelque chose de plus attentif, comme une question répétée à l'infini, jusqu'à ce que la forme de la question elle-même devienne sa réponse. L'administratum la considère comme une anomalie. L'Ordo Astra l'appelle l'événement écho. Mais nous, ceux qui l'ont entendu et qui se souviennent de sa cadence, nous la connaissons comme quelque chose de plus ancien. Un message sans langue,
un souvenir sans origine. C'est la voix du Cantus Vex, un navire non pas à la dérive, mais en orbite autour du souvenir lui-même. Un navire dont les moteurs ne poussent plus dans l'espace, mais dans la conscience. Une relique non pas d'acier, mais d'intention. Ceux d'entre nous qui sont revenus ne parlent pas de survie. On parle de proximité. Pas à la mort, pas à la folie, mais à l'achèvement. Parce que le Cantus Vex ne veut pas que tu meurs. Il veut que vous soyez finalisés. Ces couloirs ne vous stockent pas de tuva. Ils vous résolvent. Non pas dans l'hostilité, mais dans l'inévitabilité. On ne meurt pas à son bord. On le devient. Pensée par pensée. Le silence par le silence. La mémoire devient structure. Le souffle devient un code. Votre nom, que vous portiez autrefois avec certitude, commence à changer. Il n'est pas effacé. Il est réécrit. Comme la dernière page d'un livre de prière, ancré à la main par quelqu'un qui n'a écouté le sermon qu'à moitié. Je me souviens de mon nom, mais pas de la même manière qu'avant. Le son n'est plus le même à haute voix. La cadence est trop parfaite, trop rituelle, comme si elle avait été pratiquée non pas par moi, mais par quelque chose d'autre qui se souvenait de la façon dont elle devait sonner. Il y a des endroits à bord du navire que je pourrais décrire avec une précision impossible. Un banc près d'une cloison, où un fil de lumière dessine sur le mur une forme qui correspond à la cicatrice sous mon menton. Un panneau où le dessin d'un enfant, mon dessin, oublié depuis ma 9e année, est dégravé dans l'acier, parfaitement reproduit, même dans ses lignes bavées. Je n'ai jamais montré cette photo à qui que ce soit. Et pourtant, elle est là. Pas comme preuve, en tant qu'accomplissement. Le navire ne se contente pas de se souvenir, il s'aligne. D'autres ont été enlevés. C'est le seul mot qui nous reste. Pris, non par la force, non par la violence. Pris comme on respire, comme on prend note, comme on prend forme. Leurs noms restent dans les mémoires pendant un certain temps, puis s'effacent. Pas par la suppression, par consensus. Personne ne se souvient de la date à laquelle ils ont cessé de faire partie de l'enregistrement. Ils disparaissent proprement, comme des chemins effacés par le gel. Le vide laissé n'est pas tragique. Elle est naturelle. Comme une pièce qui se souvient d'avoir été pénétrée. Leurs histoires ne s'arrêtent pas là. Ils sont absorbés. Je vois encore certains d'entre eux, pas en personne, en modèle, la façon dont un drone de maintenance hésite au croisement d'un couloir, la façon dont les parasites clignotent lorsque l'hymne des saints oubliés est diffusé par une ligne vox basse. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des gestes. Les échos de la pensée se répètent assez souvent pour devenir permanents. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un du Cantus Vex. Vous ne pouvez que retarder leur achèvement. Quand je dors, je ne rêve pas d'évasion. Je rêve en spirale, pas parce que j'en ai envie, parce que c'est la seule forme qui ait un sens. Le seul modèle qui reste après que le son a été éliminé et que la voix a été remplacée par le souffle. Chaque pensée, chaque mot que j'ai prononcé à haute voix à bord de ce navire, je l'entends maintenant lorsque je reste trop longtemps dans le silence. Il ne me hante pas, il me rappelle. Et je sais que lorsque je parle, quelque chose m'écoute. Pas d'en haut, de l'intérieur. Je n'écris pas ces mots pour mettre en garde. Il n'y a pas de défense contre la récursivité. J'écris pour me confesser. Parce que dans mes moments les plus calmes, je veux y retourner. Pas pour les réponses, pour la résolution. Marcher dans les mêmes couloirs. Pour voir la chambre où flotte le gouvernail, qui bourdonne encore du souffle d'un millier de sans-bouches. S'asseoir devant le bassin et regarder non pas mon reflet, mais l'enregistrement d'une vie que je n'ai jamais vécue. Atteindre la pièce qui se déploie en mémoire et reprendre ma place, non pas en tant qu'invité, en tant que chorale. La dernière transmission du Cantus Vex remonte à 6 jours.
Il ne contenait aucun mot. Seule la respiration. 46 secondes d'inhalation. Parfaitement humain, parfaitement mesuré. Suivi d'un simple murmure. Intervenant non identifié. Origine intraduisible. Alignement vérifié. Le vox se tait. Puis un second murmure a suivi. Même tonalité. Même voix. Identité rétablie. Mais nous ne connaissions pas ce nom. Ce n'était pas du tout un nom. C'était le rythme d'un moment, enregistré dans les harmoniques du sang et du silence. Une forme de mémoire, une dernière spirale. Nous ne marquons plus les coordonnées. Nous ne traçons pas la route du navire, parce que nous ne croyons plus que le Cantus Vex se déplace. Il attend, pas dans l'espace, en écho. Et l'un après l'autre, nous sommes attirés vers l'arrière. Non pas parce que nous sommes convoqués, parce que nous n'étions pas censés partir. Quelque part dans le vide profond, là où la navigation s'arrête et où la mémoire commence, un signal attend dans l'obscurité. Ne pas appeler. Répondant, à vous, Pour moi. à la forme que nous avons eue un jour, à un moment que nous n'avons pas tout à fait oublié, à la trace que nous avons laissée dans le souffle. Le Vox est toujours ouvert, et il se souvient de votre nom.